Bonjour, bienvenue au premier rendez-vous donc, de ces midis littéraires qu'on inaugure aujourd'hui, donc une collaboration entre Passaporta et Point Culture. Alors, on va rentrer assez vite dans le vif du sujet puisqu'on a 1 heure, c'est le temps de midi. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui a été ramassé sous un intitulé assez explicite par l'équipe de Passaporta, donc « Écrire sur Michel Martin quand la littérature belge s'empare ou s'inspire du réel ». Alors quelques mots sur cet intitulé pour annoncer et tracer les contours de notre rencontre du jour. Alors on le sait, le fait divers c'est un tropisme de la littérature, la mise en fiction du réel dans son expression la plus outrée, la plus limite, donc de tout temps travailler la littérature. On peut remonter aux grandes tragédies grecques, évidemment. On peut se rappeler aussi que Flaubert tire à Madame Bovary de l'entrefilet anonyme d'un journal, que Le Rouge et le Noir de Stendhal répond au même type d'incitant. Alors, il y a une accélération de ce tropisme aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a vraiment une brèche dans laquelle s'engouffrent de plus en plus, et de plus en plus frontalement sans doute, les écrivains aujourd'hui. On se rappelle de Marguerite Duras, évidemment, écrivant ce long article sur Christine Villemain dans Libération, au moment de l'affaire. Alors plus récemment, certains livres ont marqué, je pense à Philippe Besson, revenant sur la même affaire Villemain dans L'Enfant d'Octobre, à Emmanuel Carrère, évidemment, remontant le cours de la vie de Jean-Claude Roman dans L'Adversaire. Je pense à Régis Geoffrey, à Emma Donoghue, qui sont revenus à peu près au même moment, d'ailleurs l'année dernière, sur l'affaire Joseph Fritzl, du nom de ce pédophile autrichien qui a détenu dans sa cave sa propre fille pendant plus de 20 ans. Alors, les éditions Grasset ont carrément fondé une collection entière dédiée à cette veine particulière qui s'appelle « Ceci n'est pas un fait divers ». Alors voilà pour la France. C'est peut-être une veine qui est un peu plus rarement exploitée en Belgique, quoique Simenon l'a aussi largement exploitée. Alors, 2 auteurs belges se sont emparés, inspirés donc d'un fait divers, et pas n'importe lequel, un sujet extrêmement douloureux, extrêmement présent aussi dans la mémoire d'un pays, un sujet qui est de l'ordre, qui touche quelque part à l'ordre d'un traumatisme dans la psyché nationale belge, peut-être mondiale, puisque nous allons évoquer évidemment Michel Martin. Alors, juste un petit mot pour vous présenter nos deux intervenantes, nos 2 romancières du jour. Nicole Malinconi, bonjour. Vous êtes romancière, écrivain belge d'origine italienne. Vous venez à l'écriture par un premier livre publié en 1985, Hôpital Silence, publié dans la collection Documents des éditions de Minuit. Un livre qui sera salué par Marguerite Duras et dans lequel vous revenez sur votre pratique d'assistante sociale dans une maternité namuroise, où vous collaborez alors avec un docteur engagé dans le combat des femmes pour le droit à l'avortement alors illégal. Suivront d'autres textes, L'attente en 1989 ou Nous deux, prix Rossel en 1993, mais aussi d'Assolo ou À l'étranger sur votre enfance italienne. Vous avez également publié des formes brèves, de la prose poétique, des textes qui sont le fruit de collaborations avec des artistes. Alors le récit, la part documentaire occupe une grande place dans votre écriture, on aura l'occasion d'y revenir. En 2008, vous faites donc paraître Vous vous appelez Michel Martin aux éditions de Noël, un livre qui fait suite à une année de rencontres régulières avec Michel Martin en prison entre 2006 et 2007. Donc c'est pourquoi nous vous rencontrons aujourd'hui. Alors à votre droite, Christine Emrex, bonjour. Bonjour. Vous êtes née en 1955 à Bruxelles, vous êtes un écrivain belge d'expression néerlandaise. Votre œuvre est très connue en Flandre, très connue aux Pays-Bas, mais elle est aussi traduite en français depuis Anatomie d'un divorce en 1999, paru aux éditions La Différence. Suivront Les hommes un peu, les femmes à la folie en 2001, Jeudi 15h30 en 2003 ou Le jardin des innocents, paru chez Actes Sud en 2005. Alors votre œuvre est travaillée par la famille, les relations parents-enfants, la culpabilité, les secrets de famille aussi. Votre œuvre touche aussi beaucoup à l'analyse des conséquences intimes des drames. Alors dans Lettres du plat pays, vous publiez la correspondance que vous avez eue avec Jean-Luc Outers des 2 côtés de la frontière belge, où vous faites figure d'écrivain engagé, c'est-à-dire vous parlez de vos points de vue sur la politique belge, la conjoncture internationale, l'actualité culturelle. Alors, vous enseignez la littérature anglophone à l'ULB, l'écriture créative à Anvers. Vous êtes là aujourd'hui parce que vous venez de publier tout récemment un livre qui s'appelle « La femme qui donnait à manger aux chiens », traduit en français aux éditions Galahad, un roman dans lequel vous racontez en jeu l'histoire donc de Michel Martin. Alors,
voilà pour la présentation. Alors j'aimerais, pour commencer cet entretien, qu'on revienne un peu sur les circonstances qui provoquent la mise à l'écriture de ce livre dans vos carrières respectives. Alors Nicole Malinconi, peut-être, nous allons commencer par vous. Vous rencontrez, je l'ai dit à plusieurs reprises, Michel Martin à la prison de Namur, où elle est détenue depuis son arrestation en 1996. Vous commencez à la rencontrer en 2006, soit 2 ans après la clôture du procès et puis le prononcé du verdict. Ce qui est très particulier, c'est qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas tout à fait demandeuse. Donc c'est l'avocat de Michel Martin qui vient vers vous. Et j'aimerais que vous reveniez un peu sur ces circonstances, et j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe en vous quand vous acceptez cette rencontre. Oui, je voudrais préciser peut-être à propos d'un mot que vous avez cité. Vous avez dit s'emparer. S'empare d'heures et de faits réels, etc. Et justement, je dirais plutôt que j'ai été, moi, emparée. Comme d'ailleurs par beaucoup de choses qui me font écrire, il me semble que c'est d'abord le réel qui vient me chercher et qui me touche et qui fait que la nécessité d'écrire s'inscrit là. Et ça s'est passé comme ça pour Michel Martin, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un, son avocate entre parenthèses, qui m'a évoqué l'idée, l'intention, le souhait de Michel Martin d'un livre, sans me préciser si elle souhaitait l'écrire elle-même, le faire écrire, ou qu'on l'aide. Et elle demandait de l'aide, en tout cas. Et devant cette espèce de pas d'appel qui ne m'était pas adressé directement, moi j'ai répondu, étant donné ce que j'écris et que c'est la vie des gens qui me pousse à écrire, que si Michel Martin souhaitait me rencontrer pour avoir peut-être un éclaircissement, j'étais à sa disposition, et elle a répondu favorablement, elle a répondu oui, et ça a donné lieu à un entretien qui a été suivi de beaucoup d'autres pendant un peu plus d'1 an. Voilà pour ce qu'il est de... Je ne vais pas être trop longue, je suppose que vous devez... Mais j'aimerais savoir, en fait, à partir de quel moment vous comprenez que ces rencontres vont effectivement donner lieu à un livre, qui sera aussi votre livre. Est-ce que c'est immédiat ? Non, pas du tout. Je partais, moi, les mains nues, et en me disant que peut-être nous allions nous voir une fois, et puis que elle allait faire son chemin et je n'allais plus jamais la rencontrer. Ce qu'il y a, c'est que cette femme m'a interpellée pendant le procès, m'a interpellée rien qu'à entendre dire d'elle ce qu'on disait, c'est-à-dire mère de 3 enfants, institutrice de formation, petite dame tranquille que les gens connaissaient dans le quartier comme étant quelqu'un qui vivait dans l'ombre, et de même des témoignages de personnes qui l'ont connue adolescente, la décrivant comme une élève modèle, enfin quelqu'un qui ne bougeait pas, comme on dit. Et je me suis demandé qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut arriver pour qu'une femme comme elle, enfin comme celle qu'on décrivait là, se laisse envoûter, se laisse prendre. Effectivement, j'ai découvert, non seulement en lisant les journaux, mais en l'entendant aussi, qu'elle s'était complètement laissée envoûter. Et la question est restée, mais comment se fait-il qu'on aille jusque-là dans l'envoûtement ? Enfin, et c'est ça qui m'a animée. Et pour moi, l'idée qu'elle veuille un livre, que ce soit par elle, par quelqu'un d'autre, l'idée c'était, elle veut certainement par une écriture dire en quoi elle ne se reconnaît pas, enfin d'avoir fait cela, reconnaître en fait sa responsabilité. Et c'est ça que moi j'ai espéré de cette rencontre, c'est qu'elle aille jusqu'à un moment où elle puisse se dire comment ai-je pu faire ça, comment est-ce que j'ai pu arriver à cet acte-là, et à d'abord cette complicité avec cet homme, mais surtout à avoir laissé mourir de faim 2 enfants dans une cave alors qu'elle aurait pu les sauver. Voilà, c'est ça qui m'a animée. Alors, comme je vous ai dit, moi je n'imaginais absolument pas écrire un livre à ce moment-là, mais dès que je suis sortie de ma première visite,
j'ai couru chez moi, puisqu'on va là sans bic, sans papier, sans enregistreur, sans rien. Donc je n'avais que ce qui m'était resté en mémoire, et j'ai couru pour les prendre, noter tout ce que nous avions échangé, tout ce qu'elle avait dit. Et puis c'est seulement plus tard que j'ai mis tout ça, comme je dis, dans l'écriture. Mais ce qu'elle a dit, paradoxalement, ça aurait pu mettre fin à nos rencontres, parce qu'elle a dit « Moi, je voudrais un livre, quelque chose d'écrit concernant la vie des femmes en prison. Moi, Michel Martin, en prison. » Et là, je lui ai dit tout de suite que si elle souhaitait mon aide d'une quelconque façon pour ce genre d'écrit-là, je n'allais pas pouvoir l'aider, parce que il me semblait que dans sa situation, la moindre des choses, c'était de revenir sur ce pourquoi elle est là en prison, avant même d'évoquer sa condition. C'est une réalité, la condition des femmes en prison. Mais en même temps, de parler que de cela me semblait être un mensonge et m'aurait rendu complice d'un mensonge. Je ne tenais absolument pas à faire servir l'écriture à cela. C'est pourquoi je lui ai dit. Et bien que je lui ai dit, elle a quand même conclu notre entretien 1h30 plus tard en me disant « Revoyons-nous ». Probablement parce qu'elle sentait que j'allais vers elle, comme j'ai dit, les mains nues, sans attendre, sans diriger, en ne sachant pas trop, enfin, dans le seul vœu de la rencontrer, dans un intérêt pour elle, ça c'est sûr. Et elle a dû ressentir ça, donc elle a souhaité qu'on se revoie, et puis on a continué à se revoir. Voilà. Merci. Alors, Christine Emrex, vous vous êtes mise, je crois, à l'écriture de ce livre en 2013, alors qu'on est en plein débat autour de la question de la libération, je crois, 2012 de Michel Martin. Est-ce que c'est cette annonce qui provoque la mise à l'écriture, et pourquoi ? J'étais en train de chercher un sujet parce que j'étais à ce moment-là writer in residence à Amsterdam, et donc je devais faire un texte de 12 000 mots, comme ça. Et donc il me fallait un sujet. Et donc à ce moment-là, dans la presse, il y avait beaucoup d'articles parce qu'il était probable qu'elle allait être libérée. Et donc, peut-être vous vous souvenez, mais la Belgique était en feu. C'est ça. Et on reparlait de tout. Et aussi, on disait toujours, la femme la plus détestée de la Belgique va être libérée. Ça revenait toujours, la femme la plus détestée. Alors moi, on écrivait sur elle comme si elle n'existait pas, comme si elle était sur une autre planète, comme si elle ne pouvait pas lire ou entendre ce qu'on disait. Alors moi, j'étais consciente du fait qu'elle existe, et qu'elle est une vraie personne, un être humain, et qu'elle était dans sa cellule ou quelque part dans le prison, et qu'elle pouvait lire les journaux, qu'elle pouvait regarder la télé. Alors je me disais, mais qu'est-ce qui peut passer dans sa tête? Qu'est-ce qu'elle, en étant un être humain, peut penser de ça? J'essayais d'imaginer, imagine-toi Christine, que toi tu as vécu cette vie, tu as passé 16 ans en prison. Au moment qu'on t'a flanqué en prison, tu avais un bébé de 8 mois, tout ça. Maintenant, tu vas être libérée et on écrit « La femme la plus détestée de la Belgique va être libérée ». C'est ça. Donc, et je crois que c'est quelque chose qu'un écrivain fait toujours. On crée des personnages et le personnage peut être tout à fait fictif, mais souvent le personnage, on part d'une situation réelle. On essaye d'entrer dans une certaine situation. Et puis je me suis mis à lire, et bien que j'avais, comme tout le monde de ma génération, que j'avais bien suivi l'affaire, j'ai quand même aperçu qu'il y avait beaucoup de détails qui m'étaient échappés. Par exemple, je ne savais pas qu'au moment des enlèvements, qu'elle était enceinte.
Donc au moment que son mari, le père de ses enfants, enlève Jules et Mélissa à Neefje, elle était enceinte. Pour moi, ça a changé beaucoup. Je me dis, mais comment vivre pour une femme? Parce que lorsqu'on est enceinte, ça change beaucoup le corps, l'esprit, tout. Et être là portant une nouvelle vie, alors que le père de cette vie est en train de détruire d'autres vies. Comment on peut vivre ça? Aussi, donc, j'ai vu qu'au moment de l'arrestation, c'est ça qu'on dit? On dit ça, l'arrestation? Que Céline, la cadette, avait 8 mois. Donc, tout d'un coup, avant, pour moi, Dutroux et Martin, c'était des gens qui vivaient sur la planète du mal. Ils ne vivaient pas chez moi, chez nous, mais ils vivaient sur une autre planète. Mais tout d'un coup, comme moi aussi, je suis maman, et même grand-mère, tout d'un coup, elle n'était plus un monstre, elle ne vivait plus sur la planète humaine, mais elle était un peu comme moi. En plus, j'ai alors remarqué qu'elle a passé son enfance, les 5 premières années de sa vie, à Beauval. Et donc, Beauval, c'était à côté d'où moi j'ai passé ma jeunesse. Ce n'est pas loin d'ici, d'ailleurs. En plus, elle a fréquenté une école à Laken. Et donc, moi aussi, j'allais à l'école à Laken, mais pas la même école. Elle a rencontré, comme c'est bien connu, Dutroux à la patinoire de Forêt. Mais moi aussi, quand j'avais 15 ans, 16 ans, avec mes copines, on allait à la patinoire de Forêt. On y allait pour patiner, mais on y allait aussi pour rencontrer des garçons. Et je me souviens très bien que moi aussi, j'ai fait des tours sur la patinoire avec un certain Alain. Je me souviens très bien. Heureusement que j'étais... moi, je suis née en 55, Dutroux en 56. Heureusement que ce n'était pas Marc Dutroux. Mais ça aurait pu être Marc Dutroux. Donc, tout d'un coup, en lisant sur la vie d'elle, ce n'était plus ni lui, ni elle, ce n'était plus des gens sur une autre planète, mais ils devenaient elle et lui devenaient des êtres humains. Et je crois que, bon, c'est ça que j'ai essayé de faire. Et bien sûr que moi aussi, c'est la question, parce que je crois que toujours, c'est pourquoi j'ai intitulé le livre « La femme qui donnait à manger aux chiens », parce que c'est ça qu'on n'arrive pas à pardonner. Je crois que Michel Martin a plus détesté que Marc Dutroux, parce que, étant femme, étant mère, elle a donné à manger aux chiens, elle n'a pas donné à manger aux enfants. Hein, c'est ça. Hein, c'est ça qu'on ne va jamais de sa vie, on va lui pardonner ça. Et donc, c'est ça que j'ai essayé de... J'ai une thèse là-dessus, une thèse qu'elle partage, j'ai l'impression, en lisant votre livre. Ma thèse, pour expliquer ça, c'est qu'elle a vécu dans le déni. Et dans votre livre, elle dit « Je me suis emmurée ». Donc, je crois que c'est un peu la même thèse. On aura l'occasion d'y revenir. J'aimerais peut-être aborder la question du modus operandi, c'est-à-dire à partir du moment où on a choisi son sujet, comment est-ce qu'on aborde finalement ce sujet, quelles recherches ça nécessite en amont et puis quels aménagements en aval, puisqu'évidemment, on va le voir, il y a tout un travail de recréation littéraire, hein, un vrai travail sur la langue aussi. Alors, Nicole Malinconi, j'aimerais savoir comment vous prépariez ces rencontres avec Michel Martin. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous disiez finalement, et je pense que vous avez répété cette manière de faire au cours des rencontres régulières, vous arriviez sans bloc-notes, sans enregistreur. Est-ce que c'était une manière peut-être de faire advenir entre cet espace de la réalité brute de la rencontre et le moment de l'écriture, un espèce de troisième temps qui serait celui du temps de la lecture et du lecteur? Oh, vous savez, je n'ai pas réfléchi à tout ça. Il se fait qu'en prison, on ne peut pas entrer avec un... Ah voilà, c'est interdit. On vide ses poches, on met son sac à la consigne et on entre sans rien.
Mais ce n'est pas la seule raison, parce que moi, je n'ai jamais procédé comme ça. Mon premier livre, Hôpital Silence, je l'ai écrit à partir d'un nombre incalculable de rencontres avec des femmes qui demandaient l'avortement. Et jamais je n'ai pris de notes devant elles. Je devais ensuite donner des notes aux médecins, mais ça, c'est autre chose. Ce n'est qu'après, chez moi, une fois les entretiens terminés, que me restait la mémoire de mots que ces femmes avaient dit et qui étaient forts, qui étaient touchants, qui disaient bien dans leur manière un peu brute ce qu'elles vivaient. Et ici, ça allait de soi pour moi, même s'il y avait cette interdiction légale, disons, que j'aille sans rien. Et je ne préparais pas ces rencontres. En tout cas, certainement pas la première, mais par la suite non plus. Sauf peut-être lorsque, à force d'écrire les choses, car je crois que c'est comme ça que ça procède, pour moi en tout cas, c'est l'écriture qui me fait penser. Donc, il a fallu que les notes prises à la va-vite une fois rentrée chez moi, je les mette dans l'écriture, j'en fasse un texte, et qu'en écrivant, me venaient des idées, des questions que je ne me serais pas posées si je n'avais pas écrit. Et c'est sans doute animé de ces questions-là que je partais la fois suivante pour la rencontrer. Mais ça a toujours été pour moi une évidence, et probablement pour elle aussi, ou c'est que je l'ai entraînée là-dedans, je ne sais pas, c'est que nous n'allions pas parler d'autre chose que d'elle, certainement pas de moi, mais d'elle, de sa vie, des éléments de son histoire qu'elle sentait la nécessité d'amener, entre autres, toute son histoire avec sa mère, et des deux enfants, principalement des deux enfants, principalement de ce à quoi elle n'a pas pu dire non, donc des circonstances qu'elle a vécues et malgré lesquelles, je vais dire, alors qu'il y avait quand même des portes, des ouvertures, elle est restée sans rien faire. Voilà, c'est ça qui m'a porté. Moi, je n'ai pas inventé, voilà. D'abord parce que je n'invente pas quand j'écris. Je crois que je suis peut-être incapable d'inventer. Je n'ai encore jamais mesuré une orientation vers une fiction dans mon travail. Mais ici, encore plus. Moi, je me devais, c'est sans doute ça qui fait notre grande différence, c'est que par la suite, on m'a d'ailleurs demandé pourquoi je n'avais pas fait un roman ou une fiction. Avec cette question-là de Michel Martin, de l'affaire Dutroux, de tout ce qui avait bouleversé la société belge et même ailleurs, je ne voyais pas comment j'aurais pu inventer des faux noms pour quelqu'un qu'on allait quand même reconnaître. Et alors, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi? Pour moi, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec une authenticité de l'écriture. Enfin, je ne l'ai pas voulu du tout l'appeler roman, ce livre. Ce n'est pas un roman, c'est de l'écrit à propos d'une rencontre qui est bouleversante et d'une personne qui a bouleversé, qui intrigue et qui pose des questions et au sujet de laquelle on s'interroge beaucoup. Alors, d'autres questions sont venues à partir des gens. Des gens, par exemple, auprès desquels je suis allée présenter mon livre, ont souvent fait allusion, référence, lien avec l'espèce d'apathie, l'espèce de déni qui a animé les Allemands qui ont collaboré en grand nombre à la Shoah, à l'extermination d'autres humains. Qu'est-ce qui fait que des citoyens, des civils allemands qui étaient des honnêtes personnes, qui étaient des gens qui faisaient leur boulot, qui n'avaient rien de brigands ni de meurtriers, se sont mis à aller jusqu'à, dans certains cas, et nombreux finalement, à donner la mort à autrui.
c'est quand même une question. C'est ça qui m'a animée, moi. Elle y est venue d'ailleurs, Michel Martin. Un jour, c'est elle qui est arrivée avec Eichmann, l'exemple Eichmann. Sans doute que ça travaillait quand même, cette question-là. Mais moi, voilà, c'est ça qui m'a intéressée. Et pour en faire ce que j'ai fait, et pas une histoire imaginaire, voilà. Je trouvais aussi, si je peux encore ajouter, que l'imaginaire avait tellement été sollicité dans cette histoire par les médias. La façon dont on l'a présenté, les détails, les choses croquignolesques, les choses croustillantes qu'on a pu avancer à son sujet, les détails de sa vie en cellule, la description de quelqu'un que d'emblée, même si on ne le disait pas, était considéré comme un monstre, ça suffisait pour moi. Moi, j'ai voulu tâcher en tout cas de dire que j'avais rencontré une femme et pas un monstre. Et dans ce que j'en ai écrit, je l'ai écrit en espérant que ce point d'humanité qu'elle a en elle va pouvoir prendre le dessus. Et d'ailleurs, il faut savoir que nos points d'humanité, notre humanité, elle est faite de monstruosité et d'humanité, à des degrés divers, mais nous sommes pétris de ça. Et donc, c'est la question qu'elle renvoie à tout le monde, à tout citoyen, c'est quelle est la part d'inhumanité dont chacun est capable. Voilà. Alors, Christine Emmerich, je l'ai dit, vous avez choisi d'écrire un roman, c'est-à-dire que vous créez des personnages. Ce n'était pas vraiment un choix. D'accord. Donc, d'abord, j'ai fait le texte donc, de 12 000 mots, comme ça. Et le texte était un peu basé sur tout ce que j'avais lu par Internet. Oui, c'est ça. Quel est le socle de réel et comment vous êtes arrivé à travailler bon, d'abord, j'ai votre imaginaire à partir de lu ça. beaucoup de choses et j'ai fait mon texte. 12 000 mots, comme ça. Et les gens qui ont lu les 12 000 mots m'ont dit ah, c'est très intéressant. Et moi aussi, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus là, hein, plus que 12 000 mots. À ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais essayer d'écrire non-fiction ou fiction? À ce moment-là, j'ai contacté l'avocat et je lui ai demandé est-ce que c'est possible de rencontrer Madame Martin. Il m'a donné l'impression d'être très, très fatiguée. J'avais l'impression qu'il y avait tous les jours quasiment 10 personnes qui demandaient est-ce possible de parler à Madame Martin. Il m'a dit non, ce n'est pas possible, elle n'a pas le droit. Donc, je suppose que ça fait partie des conditions de sa libération, qu'elle n'a pas le droit de contacter la presse ou des écrivains. Donc là, ce n'était pas possible. Alors, j'ai lu beaucoup de livres et j'ai aussi rencontré quelqu'un qui m'a passé beaucoup de documents très intéressants. Par exemple, les procès verbaux ou verbaux. Donc, lorsqu'elle a été arrêtée, bien sûr, qu'on lui a demandé un tas de questions et donc il y a les témoignages et on peut lire tout ça, ce qu'elle a déclaré. Il y a aussi ce qu'on dit en néerlandais, het moraliteitsverslag. Donc, lorsque quelqu'un a fait certains crimes, on va demander à la famille, aux copains, copines, c'est quelle sorte de personne. Hein, donc, on a demandé à des gens qui étaient à l'école avec elle, des voisines, tout ça, c'était quelle sorte de personne. Donc, il y a aussi, dans ces procès-verbaux, il y a la tante, la sœur de la mère, il y a ses neveux, il y a des étudiantes qui étaient avec elle à l'école. Ils parlent d'elle. Hein, donc, là, on a quand même une idée. Et en plus, en fin de compte, il y avait aussi des lettres qu'elle a écrites à sa mère lorsqu'elle était en prison. Et donc là, j'entendais sa voix. Hein.
Ce qui m'a troublée là, c'est que la relation avec sa mère, d'abord, moi je croyais qu'elle détestait sa mère, mais on voit très bien que c'est une relation haine-amour. Donc même lorsqu'elle est en prison, elle signe ses lettres P pour petite. Hein, donc elle était petite de sa mère et elle dit « Ah, ma pauvre petite maman, je voudrais que j'étais encore un petit bébé dans ton ventre. Tu me manques tellement. » Donc d'un côté, elle dit souvent qu'elle déteste cette mère, qu'elle a voulu échapper de sa mère, qu'elle était emprisonnée par sa mère, ce que je crois que c'est la vérité. Mais en même temps, il y a cette femme adulte qui en toujours parle comme une petite fille et dit « Oh, je t'aime tellement, maman. » Et par exemple, elle dit moi ici dans ma cellule, je vais prier chaque soir à 8h30 et toi aussi dans ta maison, toi tu dois prier à 8h30 le soir et ainsi on va prier ensemble. » Aussi, on voit dans les lettres qu'elle cite toujours l'évangile et surtout l'évangile par Matthieu. Donc j'ai l'impression qu'elle connaît ça par cœur. Hein, donc c'est très bizarre de lire dans les lettres de Michel Martin qu'elle cite ne fais jamais à autrui que tu ne veux pas qu'on fasse à toi. Dans une lettre de Michel Martin, c'est très intéressant ça. Mais donc de plus en plus que je lisais, de plus en plus ça devenait surréaliste presque. Et à un moment donné, j'avais l'impression que bon, maintenant j'ai une idée d'elle et on lit toujours la même chose. Et je me suis dit, il faut mieux ne plus lire, il faut mieux s'arrêter. Et je dois avouer que je ne savais pas, je ne connaissais pas ton livre. Maintenant, je dis peut-être heureusement, parce que qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais dû citer, ça aurait un peu compliqué mon projet. Mais donc, j'ai eu toutes ces infos, la voix aussi de Michel Martin, de la tante, de copine dans ma tête, et je me suis mis à écrire. Donc, j'ai essayé. Mais pour moi, c'était important d'aussi essayer d'écrire ce qu'elle n'allait jamais dire. Donc, je suis très consciente du fait que pour chaque être humain, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit jamais. En néerlandais, on dit « tu ne montres pas cette côté-ci de ta langue hein, ». Comment on dit ça en français? De achterkant, le côté caché, l'envers de ta langue. Hein. Tu ne montres pas l'envers de ta langue. Moi, je ne montre jamais l'envers de ma langue. Donc, ce qu'on pense vraiment, nos fantasmes, nos désirs, c'est souvent des secrets. Bon. Et donc, je crois que c'est un peu ça qui m'a motivée à écrire, à essayer de découvrir, explorer ce que les gens pensent vraiment, désirent vraiment. C'est ça qui est intéressant parce que bon, on a un peu le côté public hein, qu'on montre aux autres, mais j'aime bien explorer le côté secret, caché. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire. D'essayer de m'imaginer qu'est-ce qu'elle pense vraiment sur Dutroux, sur sa mère, sur elle-même, tout ça. Et en plus, je me suis dit, il faut absolument qu'on parle aussi de sexualité. Parce qu'après tout, Marc Dutroux, il s'agit là-bas de crimes sexuels. Donc, selon moi, il fallait aussi parler de ça. Alors que Michel Martin, on a l'impression que, je crois que Dutroux, c'était son premier type. Donc, et qu'elle était même un peu une fille, en néerlandais on dit une fille pas très sexy, pas très intéressée aux garçons, parce qu'en plus elle était un peu enfermée dans sa maison par sa mère. Et donc, il faut un peu s'imaginer que je crois qu'elle était encore vierge, qu'elle n'avait pas beaucoup d'expérience. Et tout d'un coup, à 21 ans, on se trouve dans une caravane avec Marc Dutroux. Alors, il faut essayer de s'imaginer ça. On n'a pas d'expérience. Moi, j'ai aussi vu des photos d'elle dans ce temps-là.
Ce n'est pas la femme sexy, c'est plutôt une fille un peu grise comme ça. Et là, Marc Dutroux avait la coutume de garer sa caravane sur le parking de la patinoire de Forêt. Et lorsqu'il faisait une conquête sur la patinoire, il amenait la fille dans la caravane. Et c'est donc là que Michel Martin a connu l'amour pour la première fois avec Marc Dutroux. Alors je me suis dit, mais comment s'imaginer ça? Et je me suis dit, parce qu'il faut savoir que moi je suis née en août 55, elle est née en janvier 60. La Belgique dans ce temps-là, c'était une Belgique très différente que la Belgique d'aujourd'hui. Nous, on ne connaissait pas grand-chose sur la sexualité. C'était encore pour tout le monde en ce temps-là, c'était encore un peu... l'Église était encore très forte et tout ça. Hein? Et donc, elle était là, enfermée par sa mère dans cette maison. Et tout d'un coup, je me suis dit, c'était pour elle l'euphorie. Donc, elle a passé une jeunesse où tout était interdit. Elle devait se coucher dans le même lit que sa mère, avec sa mère. Donc, c'était toujours la mère, la mère, la mère, la mère. Hein, pas la mère de Zé, mais la mère de Moudre. D'accord? Et tout d'un coup, c'était la libération. Tout était possible. Et c'est pourquoi que j'ai mis dans le livre, c'est fictif et imaginaire bien sûr, une scène où l'expérience de la sexualité, pour elle, c'était une libération. Tout d'un coup, selon moi, pour elle, tout était possible. Et j'ai une copine qui est aussi de cette génération, et elle m'a dit, mais oui, c'était ainsi. On a passé une enfance, un peu une jeunesse opprimée, c'est exagéré, mais quand même... et tout d'un coup, c'était aussi presque les temps des hippies et tout ça. Il y avait une libération, tout était possible, et il n'y avait plus de limites. Et donc, selon moi, mais c'est une thèse, selon moi, elle est allée d'une sorte de vie où il n'y avait que des limitations, on dit ça, des restrictions, oui. Et je crois qu'elle a pensé qu'avec Dutroux, elle allait être libre. Tout était possible. Si on voulait quelque chose, bah, tu le prends. Si tu veux une fille, tu la prends. Si tu veux de l'argent, tu le prends. Et bien sûr, à un moment donné, ça a tourné contre elle et donc lui s'est mis à la frapper. Alors, le temps file. Hein. J'aimerais vous poser encore sans doute à toutes les deux une question pour pouvoir laisser aussi la possibilité au public de vous interpeller. Nicole Malinconi, j'aimerais juste revenir sur cette idée de la légitimité de la littérature. Je pense que quand Hôpital Silence est sorti, Marguerite Duras a consacré un article à sa sortie. Dans une revue, elle a eu des mots très intéressants. Elle a dit, en parlant donc de l'avortement, qui était au cœur du livre, « Seule la littérature pouvait être à la hauteur de ce drame ». Qu'est-ce qu'elle veut dire par là, selon vous, et en quoi ça s'applique à... Il aurait fallu lui demander. Hélas, elle n'est plus là. Mais moi, je me souviens qu'après Hôpital Silence, il m'était venu quelque chose d'un peu similaire. Je m'étais dit, l'écriture, elle peut écrire tout. Dans le sens du réel. De nouveau, dans le sens elle a affaire avec le réel. Et pour moi, réel et réalité, ce n'est pas la même chose. La réalité, ce sont nos contingences. C'est ce qu'on décrit, c'est avec quoi on a affaire. Le réel, c'est l'impalpable, c'est l'inaccessible des choses. Et ça peut être le réel d'un tableau émouvant, bouleversant, comme ça peut être le réel d'une chaussure dans la rigole, dans le caniveau. C'est qu'est-ce qui échappe des choses que nous sommes, en fait, que nous côtoyons, que nous faisons, de la matière même de nous, enfin de nos vies, des choses.
c'est ça qui m'intéresse. Alors, c'est ça qui m'était venu, c'est l'écriture, elle peut écrire sur tout. Dans le sens, elle peut se laisser interpeller, elle peut se laisser happer par ça. Mais je ne sais pas si je réponds à votre question, parce que vous m'aviez demandé si... la légitimité de la littérature. Oui. Bah, donc voilà... Cette circonstance s'est présentée à moi, c'est quelque chose, c'est une personne qui m'intriguait, qui me questionnait, plus la question de la capacité de mal en tout un chacun, et je l'ai prise pour moi, cette question, j'ai travaillé, j'ai fait ce qu'il fallait du côté de l'écriture. Enfin, il y a une petite chose que j'aimerais quand même dire à propos de tout ce qui concerne le sexe. Moi, je voudrais quand même dire que, peut-être parce que je ne l'ai jamais orienté vers ça, mais en tout cas, Michel Martin n'est jamais entré dans des détails au sujet de sa vie sexuelle avec Marc Dutroux. Et je n'ai pas sollicité. C'était pas ça qui m'intéressait. On savait qu'elle était avec un pervers... et qu'elle venait effectivement d'un monde extrêmement sage, extrêmement peut-être prude aussi, je ne sais pas, et qu'elle était effectivement quelqu'un comme ça de très timide même. Et c'est sûr que ce n'est pas cette timidité-là peut cacher aussi comment dire ça, le besoin de l'éclatement d'un désir, d'une libido. Et puis, elle est vraiment allée, on peut dire un emprisonnement, oui, de la mère à un autre emprisonnement, qui est celui chez Dutroux, parce que contrairement à ce qu'elle a espéré, elle me l'a dit d'ailleurs, elle m'a dit j'étais en prison avec ma mère, j'étais en prison avec Dutroux et maintenant je suis encore en prison. Et derrière ça, peut-être qu'il y avait aussi un vœu de tout possible, parce que même sa mère, même un amour maternel comme celui qu'elle a reçu là, qui était en même temps une prison, mais c'est aussi un amour qui fait croire à l'enfant que tout lui est dû, que tout est possible, qu'il n'y a pas de limite. C'est paradoxal parce que ça enferme, mais en même temps c'est comme ça. C'est une mère, pour éduquer son enfant, pour élever son enfant, à un certain moment elle doit pouvoir lui dire non à quelque chose. Ça demain, ou ça tout à l'heure, ou bien ceci non parce que, et même sans devoir dire parce que c'est non, parce qu'on ne peut pas avoir accès à tout. Et cette mère, elle lui a laissé croire que elle était en fait comme on dit, la salvatrice de sa mère. Donc ça l'a mise dans une position royale. Et quand Dutroux est venu la chercher, elle a sans doute cru que cette position royale elle l'avait. Enfin, mais c'est paradoxal, cette prison-liberté. Voilà. Merci. Une rapide dernière question, Christine Emmerich. On parlait un petit peu tout à l'heure, vous me disiez que le livre avait été accueilli de manière assez froide, en tout cas en Belgique. Ce qui est un peu symptomatique, c'est qu'à la sortie du livre, je pense qu'il a été beaucoup plus traité dans les rubriques judiciaires des magazines que dans les rubriques littéraires. Comme si on vous refusait quelque part un geste littéraire à propos de cette histoire. J'aimerais juste un petit mot là-dessus pour conclure déjà les questions avant de laisser éventuellement la parole. Je dois dire que toujours, je n'arrive pas très bien à comprendre les réactions qui ont été des fois ici, en Flandre, assez agressifs. On m'a traité de sotte, de folle, tout ça. Et on a dit que c'était blessant pour les victimes, pour les parents des victimes, que je recherchais la sensation, enfin, un tas de choses. Et j'avais un peu l'impression qu'on disait, il est trop tôt de parler de ça. Alors je me suis dit, mais bon, il y a 20 ans. En plus, les journalistes eux-mêmes n'arrêtent pas de parler de ça. En plus, le père de Evie venait de sortir un livre quelques mois avant.
Mais j'ai l'impression que la société, en général aussi, souffre de déni. C'est un peu comme si on a décidé que c'est un épisode très très pénible, ce qui est vrai. Et je trouve ça très bizarre et très drôle, mais c'est comme si on a décidé, on ne va pas parler de ça. Il y a encore une dame qui m'a dit, moi je trouve qu'il faut éraser cette femme de l'histoire. Mais c'est un peu infantile. Hein, donc moi je n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi il y a ce réflexe de dire on ne peut pas parler de ça. Des fois je me demande si jamais un homme écrivrait de ça, peut-être la réaction serait différente. Je ne sais pas. Non, tu ne crois pas? Oui, on va conclure là-dessus, si vous voulez réagir. Oui. Non, allez-y. Moi, parce que les réactions de rejet, je les ai vécues avec mon propre livre. D'abord, il y a eu une série d'articles People, Scoop, enfin tout ce qu'on veut de la part de journaux qui sont des journaux à sensation, donc il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Mais en ce qui me concerne en tout cas, même certains intellectuels en Belgique ont dit il ne faut pas lire ce livre. Et je ne pense pas que les reproches, je ne sais pas, mais je ne suis pas sûre que les reproches sont les mêmes. En tout cas, je ne suis pas sûre qu'on puisse m'accuser d'avoir, imaginarisé des choses, je ne l'ai pas fait. Mais je pense qu'il y avait une question qui dérange la société, c'est la capacité, ce que j'ai dit là tout à l'heure, la capacité de commettre des actes inhumains de la part d'un humain. Et cette question, elle est dérangeante parce qu'elle concerne tout le monde. Et donc il est beaucoup plus facile de dire c'est un monstre et de regarder la télévision ou de tout ce qu'on veut, enfin de la bannir et d'aller lancer des œufs sur les murs du couvent où elle est hébergée, plutôt que de s'interroger sur ce qui meut quelqu'un pour arriver à ça. C'est ça qui dérange. Ce que vos deux livres ont, en tout cas, de manière très différente, mais le courage de faire et de poser cette question. Alors, voilà, rapidement, je ne sais pas s'il y a l'une ou l'autre question qui a surgi dans... Alors, un peu de lumière, peut-être. Oui, il y a une question. Oui. On ne voit pas bien peut-être ici. Un peu de lumière Bonjour. dans la salle. Oui. Je me demandais, en fait, je peux vous poser une question à vous. Ces personnes-là qui sont dans le déni total, comme Michel Martin ou les soldats allemands, est-ce que c'est un déni total ou est-ce qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience, une culpabilité qui émerge chez eux, ou c'est absolument absent? Ah, ça, personne ne peut le dire. Vraiment. Il est toujours possible à un être humain qui a commis les pires actes de se regarder en face et d'en arriver à ce moment qui est extrêmement difficile, extrêmement dangereux même peut-être pour quelqu'un de se regarder. Le médecin Jean-Claude Roman qui a tué toute sa famille et à propos duquel Emmanuel Carrère a écrit son livre L'Adversaire, il semble qu'il s'est finalement regardé, mais c'était tellement éprouvant et tellement difficile à vivre qu'il s'est orienté vers un mysticisme, manière sans doute de pallier à cette trop dure reconnaissance de lui-même. Alors moi j'ai un livre dont j'adore parler parce que c'est quelque chose qui m'a bouleversée. C'est une rencontre entre une journaliste hongroise et le commandant du camp de Treblinka, Franz Stangl. Elle est allée le voir en prison, un peu, disons, moi j'ai fait un petit peu la même chose sans savoir à ce moment-là que le livre existait. Elle est allée le voir en lui demandant « Est-ce que vous pourriez parler de vous de telle façon qu'on essaie de comprendre comment vous avez été amené à faire ce que vous avez fait ?» Et il a fait de la même chose. Il a décrit par le menu toutes les choses qu'il a faites, les enfants mis à mort, le camp, les fours crématoires, enfin, tout ce qu'il a organisé là.
Et jamais une seule fois il n'a dit mais comment j'ai pu faire ça. Or c'était un policier autrichien tout à fait honnête. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? La fin est importante. C'est que à la toute fin de leurs entretiens, il a quand même dit eh bien ce que j'ai fait, j'ai l'âme tranquille, un autre l'aurait fait à ma place, je suis tranquille. Et elle se tait. Et devant son silence, c'est comme si tout à coup il entendait ce qu'il a dit et il dit mais pourtant je l'ai quand même fait. Et il ajoute mais donc je suis responsable. Et devant cette évidence qui lui apparaît, il s'effondre de désespoir de lui-même en disant mais est-ce que je peux encore vivre après cela? Et 24 heures après, ce qui était leur dernier entretien, elle apprend, la journaliste, qu'il est mort, non pas de suicide, mais de mort, il est mort dans son lit. Comme si cet aveu, cette reconnaissance avait été lui donné une humanité retrouvée pour pouvoir mourir en tant qu'homme, quoi. Moi, je le lis comme ça. Vous voulez réagir, Christine Emmerich? Eh bien, ce que je veux dire que je suis convaincue qu'il n'y a pas de pourquoi. Si on dit qu'il doit y avoir un pourquoi, on part de l'idée que cette femme est consciente et responsable. Et je crois qu'au moment qu'elle a vécu tout ça, elle ne l'était pas. Elle était plutôt comme un animal. Il n'y a pas de pourquoi. Et je crois que pour la société, c'est énormément dur d'accepter que souvent, il n'y a pas de pourquoi. Et c'est en fait ce que dit Hannah Arendt, qui a écrit sur le procès Eichmann. Oui. Elle dit que selon lui, le mal existe parce que les gens ne réfléchissent pas. Hein? Donc, ils ne sont pas conscients. Peut-être c'est trop optimiste de dire si on est conscient, si on réfléchit, on ne va pas faire le mal. Hein? Mais je crois qu'il faut accepter qu'il n'y a pas. Ça se passe comme une tempête ou un orage, mais il n'y a pas de pourquoi. Et c'est ça qui est très dur d'accepter. En plus, il y avait quelqu'un qui disait, est-ce qu'il y a des moments de non-déni? Mais je crois bien sûr, il y a un passage dans une lettre que Michel Martin a écrit, où elle dit, je vais le lire d'abord en néerlandais, c'est très court, et essayer de traduire, où elle dit, ik vind het verschrikkelijk voor die ouders. Je trouve que c'est terrible pour ces parents, qu'ils ont perdu leurs enfants. C'est le pire qui puisse arriver à un être humain. Moi aussi, je suis maman. Je souffre pour eux. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne pense à eux. Signé Michel Martin. Donc, il faut accepter que les deux sentiments existent côté à côté. C'est ça que j'ai compris en écrivant le livre, que nous ne sommes pas une personne, ni moi, ni vous. On a beaucoup de côtés, d'aspects, de facettes qui souvent sont en contradiction. Et donc, la femme qui souffre parce que Julie et Mélissa sont mortes, c'est la même femme qui n'a rien fait. Et c'est ça la triste vérité sur les êtres humains. Et moi, j'ai l'impression que nous ne sommes pas prêts à accepter la vérité sur les êtres humains. On a une idée de humanité qui est un peu illusoire, mais qui n'est pas la réalité. Oui, d'ailleurs, vous citez, on va peut-être terminer là-dessus, Hannah Arendt, oui. donc, en exergue de votre livre, qui dit dans La vie de l'esprit, la triste vérité est que la plus grande part du mal est faite par des gens qui ne sont jamais décidés à être bons ou mauvais. Mais oui, c'est voilà. ça, exactement ça. Il n'y a pas, ce n'est pas que Marc Dutroux et Michel Martin se sont mis à côté. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire quelque chose de très mauvais. Mais non, c'est par nonchalance, comme ça. C'est ça, la triste vérité. Encore une question? Parfait. Merci. Je n'ai pas encore lu vos livres, mais voilà, c'était très intéressant d'entendre votre témoignage ou votre dialogue. Et je voudrais vous poser une question par rapport à ce qui a été débattu. Suite à la Marche Blanche, Antoine Garapon avait écrit un très bel article dans la revue Esprit
qui s'appelait « Les leçons d'un automne belge », et où il disait que si l'affaire du trou avait pris cette ampleur dans la société belge, c'est parce qu'elle cristallisait un problème de société qui était le problème de l'indifférenciation des générations qu'on vit aujourd'hui, et qui touche donc le problème du rapport au temps, à la finitude, à la limite dans notre société aujourd'hui, disons, belge, européenne, occidentale. Et donc, ce problème de l'indifférenciation des générations pose évidemment toute la question du rapport à la perversion, etc., à la possessivité, à la liberté. Et donc, c'est des questions en particulier sur lesquelles Jean-Pierre Lebrun est revenu dans son dernier livre. Et je voulais savoir si vous partagiez ce diagnostic de Antoine Garapon. Donc, ça nous toucherait tant parce que ça témoigne d'un problème qui est un problème de société aujourd'hui, et voilà, qui est cristallisé dans cet événement. Je peux répondre? Oui. Je n'ai pas lu l'article de Garapon, donc je ne peux pas en parler en connaissance de cause, mais je suis d'accord avec ce que vous en dites, que nous sommes dans une société où le sans limite est à l'ordre du jour, à tout point de vue. On est dans un moment de changement, de bouleversement, on ne sait pas vers quoi on va. On va peut-être vers le meilleur, on va peut-être vers le pire aussi, mais ce qui est en tout cas clair à mon avis, c'est que la question de notre être humain, enfin de notre humanité, elle est posée dans tout ça, que ce soit la mondialisation, la commercialisation, que ce soit le terrorisme, que ce soit les repères qui manquent même aux enfants, les familles qui n'osent plus dire non à leurs enfants pour les faire obéir, que ce soit les jeunes qui sont confrontés à des questions à la fois de tout possible et de réalité qui leur éclatent en pleine face tout le temps. Enfin, voilà, mais comment dire, moi je me demande si j'ai un peu perdu le fil par rapport à la question que vous posez, mais ce qui a agité la société belge aussi après et la marche blanche, c'est peut-être un peu à double tranchant quand même, parce que c'est bien qu'il y ait eu une manifestation comme celle-là avec un mouvement aussi nombreux de gens qui ont réagi de manière un peu indignée, je vais dire. Mais il me semblait moi aussi que cette marche blanche, c'était l'indice d'un monde, d'une enfance pure, d'une enfance qui est hors de toutes les vicissitudes de la vie. Or, je crois que quand un enfant naît, il est d'emblée placé dans une histoire, celle de ses parents, la vie inconsciente de ses parents, l'histoire sociale de ses parents, la vie dans laquelle il se trouve. S'il naît en Belgique ou s'il naît à Kaboul, ça ne sera pas la même chose. Enfin, et même, reprenons nos sociétés ici, je pense qu'on est... Dès qu'on arrive au monde, on est dans la double face, dans la multiface de ce monde. Et donc, ce qu'il faut peut-être aider aussi les enfants à vivre, ce n'est pas d'office de préserver comme ça leur soi-disant pureté. C'est Freud qui disait que l'enfant est un pervers polymorphe. Donc, d'emblée, il veut tout. C'est aux parents à l'aider, à lui mettre des balises, à l'éduquer. C'est ça l'éducation, c'est ça l'école. C'est ça qui va faire qu'un être va grandir, c'est de pouvoir se confronter à des choses qui vont venir faire arrêt à son rêve de toute puissance. L'enfant qui naît, il se croit tout puissant, il veut tout. Un tout petit enfant, on le voit, on le mesure. Donc, je pense que c'est ça qui manque à la société aujourd'hui, c'est l'audace. Enfin, il faut une audace aujourd'hui pour dire non, comme si on allait perdre l'amour d'un enfant en lui disant non, écoute ça, non.
Eh bien, c'est pas vrai, on perd pas l'amour. Au contraire, on lui en témoigne et on l'aide à se situer dans quelque chose qui va lui permettre, lui, alors, de s'opposer à l'adolescence plus tard. Il faut qu'il s'oppose. Mais si on lui tout permet, comme ça, si on lui permet tout, plutôt, et à quoi il peut s'opposer, l'enfant? Comment il peut grandir? Voilà ce qui me vient à propos de ce que vous dites, là. Voilà de quoi, en tout cas, ouvrir et élargir encore le débat. On est loin d'avoir fait le tour de la question, mais elle était vaste. Deux petites choses encore pour terminer. Donc les auteurs seront juste là derrière avec leurs livres. Vous pouvez les faire dédicacer et éventuellement poser la question que vous n'avez pas eu le temps de leur poser ici. Et puis, la deuxième chose, c'est vous rappeler le prochain rendez-vous de ces midis littéraires qui aura lieu le 27 novembre avec en invité Caroline de Mulder qui vient de faire paraître un bouquin chez Actes Sud qui s'appelle Bye Bye Elvis, donc entre autres sur la figure d'Elvis Presley, romancisée. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là et puis belle